Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ok, je vais pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet atelier virtuel numéro 6 sur les bâtiments et la construction durable en Afrique. Je mentionne tout de suite qu'il y a une interprétation simultanée si vous avez besoin de suivre cette session en anglais. Il suffit de cliquer sur l'icône du globe en bas de votre écran. So if you need to follow this session in English, we have live translation available. Just click on the globe at the bottom of the screen to follow the session in English. Donc, je vais juste introduire très rapidement. Je m'appelle Eva Radek, je suis chargée des événements et des coalitions à l'association Climate Chance. Je suis accompagnée aujourd'hui de Tania Martha Thomas, qui est chargée de mission à l'Observatoire et au pôle programme également. Donc, le long de cette session aujourd'hui, si vous avez des questions ou des commentaires à nous faire part, n'hésitez pas à les envoyer directement dans le chat, parce que nous prévoyons une session questions-réponses à la fin de cet atelier. Voilà, donc je voulais vous remercier tout d'abord d'être présent aujourd'hui. On a eu plus de 250 inscrits. Donc, la thématique du bâtiment et de la construction, c'est bien une thématique très suivie. Mais on pense aussi que ça mérite aussi davantage d'attention. Donc, on est vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cet atelier virtuel. Donc, un petit rappel sur Climate Chance pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Climate Change, c'est une association internationale qui a été fondée en 2015, juste en amont de la COP21. Et l'objectif de cette association est de fédérer l'ensemble des acteurs non étatiques engagés dans la lutte contre le changement climatique. Donc, on fait cela à travers le travail qu'on mène avec nos coalitions d'acteurs non étatiques, notamment africains. Donc, pour donner un peu de contexte pour l'atelier d'aujourd'hui, nous avons lancé ce deuxième cycle en fait, d'ateliers virtuels de Climate Change en février pour pouvoir couvrir l'ensemble des thématiques des coalitions. Donc, ce deuxième cycle d'ateliers, il va de mi-février jusqu'à mi-juin. Et vous pouvez aller se voir sur le site web de Climate Change pour voir les prochains ateliers virtuels qui sont prévus d'ici mi-juin. Donc, l'atelier virtuel d'aujourd'hui est dédié à la coalition qui travaille sur les enjeux du bâtiment et de la construction durable en Afrique. Le titre de cette session, du coup, c'est « Construire un consensus, le progrès des acteurs non étatiques dans le secteur du bâtiment et de la construction durable ». Je crois que c'est le prochain slide. Ah non, pardon, c'est très bien. Donc, juste pour rappeler les objectifs de cet atelier d'aujourd'hui. Donc, premièrement, on va valider collectivement la nouvelle feuille de route de la coalition qui a été mise à jour grâce à vos remarques et les retours qu'on a eus depuis le premier cycle d'atelier et grâce aux copilotes de cette coalition. Donc, un grand merci pour vos retours et voilà, on va valider au cours de cette session ce nouveau plan d'action pour 2021. Ensuite, deuxième objectif, ce sera d'avancer donc sur les objectifs, un des objectifs concrets de cette coalition et de la feuille de route qui est citée, qui est le partage des bonnes pratiques et des connaissances sur le secteur du bâtiment en Afrique, afin de mieux comprendre les besoins et les opportunités du secteur. Et troisième objectif un peu plus global pour cette session, ce sera donc de faire en sorte que cette session soit très interactive avec un maximum d'échanges avec les participants pour qu'on puisse un peu ressentir un peu plus ce sentiment qu'on a dans nos ateliers en présentiel lors de l'atelier d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez vraiment pas à partager vos questions dans le chat pour qu'on puisse les regarder à la fin de la session. Parce qu'on aura donc du temps dédié à cela à la fin. Donc, on va maintenant vous partager un petit sondage qu'on a préparé. Enfin, c'est vraiment juste 2 questions sur Menti. Donc, il suffit d'aller sur menti.com pour participer à ce mini-sondage de 2 questions. Il suffit d'aller sur menti.com dans votre portable ou votre ordinateur que vous avez à côté
et d'utiliser le code 85 93 96 21. On va laisser le code sur l'écran et on va aussi le partager dans le chat. Et on a donc 2 questions ouvertes à laquelle on aimerait bien que vous répondiez pour qu'on puisse regarder un peu plus en détail les réponses à la fin de la session. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur le main site tout de suite. Et maintenant, je vais donc passer la parole à Tania, qui va introduire les intervenants. Donc, on va remettre le main site dans le chat, n'hésitez pas à y aller dessus et on reviendra dessus un peu plus tard. Donc, je passe la parole à Tania. Merci. Thank you, Eva. I will be switching to English. Merci, Eva. Je vais parler en anglais à présent et je vais donc présenter nos 3 panélistes pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons comme intervenant avec nous d'abord Jonathan Dewin, qui est représentant l'UNEP, le programme d'environnement et l'Alliance pour la construction et le bâtiment global, qui est une alliance pour une émission à zéro carbone qui cherche à arriver à accomplir les cibles des accords de Paris. Nous avons également Thomas Garnier, qui est le fondateur de la voûte nubienne, qui sensibilise sur les méthodes de construction dans la région d'Afrique de l'Ouest. Nous avons également avec nous M. Amadou Doudem, qui est le cofondateur et directeur d'Élémentaire, qui produit des matériaux de construction écologique au Sénégal. Alors, sans plus tarder, je vais maintenant donner la parole à Jonathan Dewin, qui va présenter le Global ABC et qui va nous donner quelques points élémentaires et importants pour participer aussi à cette coalition et à regarder notre feuille de route au niveau plus large. Merci, Jonathan, c'est à vous à présent. Merci. Je vais partager avec vous mon écran. Je suis donc Jonathan, je travaille pour l'environnement au niveau du programme des Nations Unies avec une des initiatives, celle donc l'Alliance pour la construction et le bâtiment qui a été lancée à la COP 21 à Paris. Et l'idée, c'est donc justement de vraiment de mobiliser les parties prenantes sur la question du secteur du bâtiment et de la construction. C'est là notre objectif. C'était l'idée principale. Aujourd'hui, nous avons dans notre réseau une trentaine de gouvernements et d'autres organisations qui viennent du secteur privé, du secteur public, notamment. Je vais parler aujourd'hui de notre feuille de route et de nos rapports chaque année. Nous faisons donc un rapport mondial pour montrer les progrès en termes de construction et de bâtiments par rapport aux accords de Paris. De manière plus spécifique, bien sûr, nous visons bien sûr des bâtiments zéro carbone, carbone zéro, qui est peut-être encore un rêve, mais il nous faut être ambitieux. D'autres aspects sont bien sûr liés à l'accès aux ressources, à la résilience notamment. Je veux juste m'assurer que vous voyez bien mon écran. Pour ce qui est de l'Afrique en particulier, nous savons qu'il y a beaucoup de défis en termes d'habitat avec 51 millions d'unités qui manquent aujourd'hui et bien sûr aussi l'urbanisme qui se développe, les populations qui grandissent rapidement en même temps avec de plus en plus de demandes d'infrastructures, de nouveaux bâtiments. On s'attend à ce que la surface du plancher en Afrique va doubler d'ici à 2050 avec plus de 90% dans le secteur résidentiel. Et si nous pensons simplement à la région de l'UMOA, avec une population qui devrait augmenter de 100 millions d'habitants au cours des 2 prochaines décennies, c'est-à-dire en 20 ans, et cette région donc, qui nécessiterait 800 000 unités de logement supplémentaires chaque année.
ce qui montre effectivement que dans ce domaine, c'est un domaine qui est dynamique et que la demande ne va faire qu'augmenter, c'est-à-dire que l'impact également va augmenter. Bien sûr, c'est un défi, mais en même temps, c'est une opportunité de pouvoir, lorsque nous pensons par exemple à la situation dans le monde en ce moment avec le Covid, la pandémie, nous pouvons nous attendre à ce que notre travail dans ce domaine va nous aider et nous donnera des opportunités en termes d'emploi dans la plupart de ces pays où les constructions sont nécessaires parce que cela procure de l'emploi. Ça représente dans certains pays 20% du PIB. Donc, c'est un secteur assez florissant pour l'économie en général. Je ne vais pas rentrer en détail ici, mais pour vous montrer ici simplement l'importance des émissions et de l'utilisation de l'énergie dans ce secteur. C'est un secteur qui utilise beaucoup d'énergie et qui est responsable des émissions également de CO2, environ 32%. Et lorsque nous regardons particulièrement pour ce qui est de l'Afrique, dans le domaine de la construction en 2019, 21% de l'utilisation de l'énergie. Quand nous parlons bien sûr de l'énergie finale, de l'utilisation finale, nous parlons des constructions, de l'électricité, l'utilisation également des bâtiments une fois qu'ils sont construits. Et donc, c'était 61% justement de la consommation finale d'énergie et 32% des émissions de dioxyde de carbone. Et cela n'inclut pas les émissions qui viennent des bâtiments. Effectivement, c'est un secteur clé si nous voulons atteindre les objectifs des accords de Paris. C'est un élément qui doit être intégré dans les décisions qui sont prises concernant les CDN. Un autre défi, un autre sujet dans ce secteur pour réduire les émissions de gaz, c'est également l'utilisation des bâtiments, les codes de bâtiments, des codes de l'habitat. Si on regarde pour l'Afrique, il y a très peu de pays qui ont ces codes, qui utilisent ces codes. Pour l'instant, le Maroc, la Tunisie ont mis en place des codes de construction, le Ghana et le Niger, mais pour une partie du secteur seulement. Et il y a effectivement quelques codes volontaires en Égypte, en Afrique du Sud. D'autres pays cherchent à développer des codes, des normes, mais qui doivent encore s'élaborer. C'est pour nous un des éléments principaux au niveau des gouvernements, ce système de code pour aider à transformer le secteur du bâtiment. Je crois que c'est un des défis principaux si nous regardons à l'Afrique. À présent, pour ce qui est des CDN, des contributions déterminées par les nations, nous voyons que la plupart des pays africains ont fait référence à cela, mais la plupart ne s'engagent pas encore tout à fait à atteindre le niveau net zéro. En même temps, lorsque nous regardons les CDN, il n'y a pas un réel engagement pour atteindre cet objectif de net zéro et nous manquons encore de mesures concrètes pour atteindre les cibles. C'est peut-être en lien avec le fait que les données sont un réel défi dans la plupart de ces pays. Pour pouvoir avoir des cibles et des mesures très précises, bien sûr, il faut comprendre parfaitement le secteur et se servir des bonnes données pour avoir les bonnes cibles. Nous avons développé donc une feuille de route et nous avons identifié des activités clés si vous voulez vraiment transformer ce secteur et réussir à avoir une transformation d'ensemble holistique. Il est important de voir ce qui est en lien avec l'urbanisme. Si nous regardons un bâtiment qui est un environnement et qui influence également la manière dont les bâtiments rejettent les émissions. Par exemple, lorsque nous parlons de l'air conditionné et dans des villes où il y a beaucoup de béton qui ont besoin d'être rafraîchis, etc.
Donc, il y a des éléments importants, critiques, qui doivent être étudiés lorsque l'on parle de l'urbanisme, lorsque l'on parle de changement climatique, d'émissions de gaz dans le domaine de la construction. Les gouvernements, les autorités locales, je ne sais pas exactement comment ça se passe en Afrique et cela dépend bien sûr d'un pays à l'autre, évidemment, mais dans bien des cas, c'est souvent le gouvernement local qui joue un rôle important pour mettre en place ces codes du bâtiment, de la construction. Et également, ce sont eux qui sont en charge des permis de construction. Et effectivement, ils ont un rôle important pour aider dans ce processus. L'autre domaine, ce sont les nouveaux bâtiments. Et les nouveaux bâtiments, effectivement, c'est un domaine important qui est tout à fait pertinent avec les projets qui ont encore besoin d'être construits. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important de pouvoir regarder la conception de ces bâtiments futurs ainsi que la décarbonisation. Donc, nous sommes en train de promouvoir les stratégies pour cela et pour le développement des codes, les codes du bâtiment. Quand on regarde les codes énergiques, ce n'est pas seulement pour les installations, etc., mais là aussi où nous n'avons pas, par exemple, besoin d'énergie, d'électricité pour l'air conditionné parce que vous avez introduit d'autres modes. Alors, il y a également toute la partie qui concerne les bâtiments existants, qui est peut-être moins une priorité pour le continent africain, mais effectivement, il existe déjà des bâtiments dont certains auront besoin d'être rénovés. Et dans ce cas, c'est important de voir quelles sont les performances énergétiques de ces bâtiments et comment réduire leur consommation d'énergie. C'est un élément également important. Il y a également la question des opérations de bâtiments, de construction. Ici, nous parlons du management, de la gestion des constructions, et donc, c'est-à-dire avoir un suivi approprié pour pouvoir introduire des choses comme le passeport de construction pour mieux comprendre les besoins de maintenance également et suivre les progrès du bâtiment dans le temps. Ensuite, il y a une catégorie sur les installations et les systèmes, c'est-à-dire ce sont des installations que les utilisateurs vont utiliser dans les bâtiments, c'est-à-dire promouvoir justement des normes d'énergie minimale pour les équipements, pour les installations électriques et inclure cela dans les installations publiques également. Je sais que parce que nous travaillons sur d'autres programmes, il y a déjà des efforts qui ont été faits sur les normes énergiques en ce qui concerne l'éclairage, l'air conditionné. Ce sont des choses qui sont prises au sérieux dans certains pays déjà. Un autre élément important, ce sont les matériaux de fabrication. Aujourd'hui, dans le modèle qui est utilisé dans la plupart des pays, qui sont souvent des modèles anciens, qui viennent des pays développés, c'est-à-dire qui utilisent encore beaucoup de verre, beaucoup de béton, qui sont souvent les matériaux principaux. Mais l'idée ici, c'est qu'à l'époque de ces bâtiments, nous n'avions pas encore l'air conditionné, non plus la climatisation. Donc, malheureusement, nous savons que ces technologies ont un impact, bien sûr, environnemental à cause de leur consommation élevée d'énergie, d'émissions de CO2, que ce n'est plus la solution. Donc, nous devons regarder les matériaux de plus près, les conceptions des nouveaux bâtiments pour s'adapter davantage au climat local. Ah, je savais que je parlais trop, il ne me reste plus qu'une minute, alors je vais essayer d'aller rapidement. Alors, les matériaux, bien sûr, ce sont des éléments importants de voir quels matériaux nous allons utiliser, même pendant la fabrication de ces matériaux, que cela ne consomme pas trop d'énergie, ne dégage pas trop d'émissions. Il y a également la question de la résilience, de l'adaptation dans le secteur du bâtiment
Et puis ensuite, bien sûr, l'accès à l'énergie propre, l'énergie renouvelable, etc. Donc, je ne vais pas continuer avec ces autres diapositives qui parlent de détails d'activités au niveau de la carte, la feuille de route africaine, mais peut-être je pourrais mentionner quelques points ici. Par exemple, lorsque nous parlons de la feuille de route, il y a effectivement un manque au niveau des données. Quand nous pensons à l'Afrique, il y a une grande participation dans le secteur de la performance parce que chacun veut construire sa maison, quelque chose qui n'est pas du tout contrôlé, qui est difficile de contrôler, difficile aussi d'évaluer. Donc, c'est une mission qui, pour le moment, est difficile d'évaluer pour trouver les bonnes solutions à cause des manques de données. Mais ce que je réalise en travaillant sur la feuille de route dans certains pays, c'est que c'est difficile d'avoir les bonnes données en termes de l'implication des parties prenantes, lorsque nous parlons des personnes, des décideurs, de ceux qui doivent développer des politiques, eh bien, c'est surtout de mettre en place ces codes de construction et d'envisager d'inclure donc tout ce qui est des matériaux, de l'approche du cycle de vie, la conception passive pour réduire et intégrer donc la réduction des émissions, avoir les bonnes technologies dès la conception du bâtiment, là où des ingénieurs peuvent justement intervenir pour contribuer à cela. Je sais que dans la feuille de route que vous présentez, vous parlez aussi de la feuille de route au niveau national, qui est la prochaine étape pour le Global ABC. Nous travaillons actuellement dans 2 pays où nous développons des outils particuliers pour mettre en place ces feuilles de route nationales. Et nous avons 2 pilotes en ce moment, un au Vietnam, un au Cambodge. Et la manière dont nous procédons, c'est que nous lions cela directement au Global ABC avec des courts et moyens termes, des cibles à court et moyen terme dans chaque activité. Ce que nous réalisons, c'est que ces feuilles de route sont plus un guide dans ce domaine, mais ces guides auront besoin d'être adaptés, mis à jour régulièrement, et en partie parce que les données ne sont pas toujours disponibles. Et rapidement, l'aperçu du processus de notre feuille de route, c'est d'abord quelque chose qui est national, où nous incluons donc toutes les parties prenantes, nous les mettons autour de la table pour parler ensemble. Il est important que cela soit la possession de la nation pour évaluer les priorités et pour s'aligner avec les objectifs nationaux. Notre objectif, c'est d'avoir des coalitions qui sont au niveau national pour développer la feuille de route, pour d'abord comprendre les réalités du pays et ensuite regarder quelles sont les priorités sur cette base et puis à partir de là, développer la feuille de route avec des priorités à court, moyen et long terme. Merci. Malheureusement, je suis obligée de vous arrêter à ce moment-là. J'aimerais juste dire que nous allons travailler également au Burkina Faso sur la question de la gestion des matériaux. Je crois que c'est quelque chose que vous avez également. Et nous travaillons également pour introduire l'idée de passeport de construction. Et nous allons regarder donc la feuille de route, mais particulièrement sur la question des matériaux. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Et du côté de la feuille de route, nous avons également un groupe de coordination qui travaille là-dessus, dont nous accueillons les autres partenaires à nous rejoindre pour simplement partager les expériences selon les pays. Désolé d'avoir été un peu trop long. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Merci. Merci beaucoup, Jonathan, pour cette présentation très, très intéressante. Oui. Le prochain intervenant est M. Thomas Granier, qui est le directeur général et cofondateur de l'association La Vue Pluvienne.
et qui présentera ce qu'il faut retenir dans notre approche des bâtiments durables en Afrique à partir du travail de la voûte nubienne au Sahel. Vous êtes sur mute. Merci Tania, Eva, merci l'équipe de Climate Change. Je ne vais pas présenter ici le programme de la voûte nubienne. On peut le retrouver facilement sur notre site et dans notre documentation. Je rappellerai juste très rapidement que ça fait plus de 20 ans maintenant que l'AVN diffuse une architecture frugale, adaptée, résiliente dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest, Afrique sahélienne, qui a permis la formation d'un millier d'artisans, construit dans un millier de villes, à peu près 5000 chantiers déjà en cours, et on espère arriver à 1000 chantiers ouverts l'année prochaine, la saison 21-22. Et par ailleurs, nous sommes membres fondateurs de la GABC. C'est tout à notre plaisir de participer à cette grande coalition. Donc, l'idée, c'est plutôt de proposer des axes de réflexion sur la feuille de route. D'abord, je pense qu'il est très important, et je rappelle que mon expertise s'arrête aux régions sahéliennes. Je veux rappeler qu'il est très important de réfléchir à un habitat pour le plus grand nombre. Et quand on dit le plus grand nombre, c'est forcément de cibler des bénéficiaires plutôt ruraux. L'immense majorité tout de même des populations des pays subtropicaux sont des populations rurales. Donc, l'importance de cibler les bénéficiaires de programmes et d'actions afin de maximiser l'effort de ces actions et de les offrir au plus grand nombre et sans doute aux gens qui ont le plus besoin. L'idée aussi de choisir des technologies et des matériaux réellement frugales, résilients, issus de circuits courts, simples d'usage et standardisés. Ceci pour que justement ces techniques et ces matériaux puissent plus facilement être transmises dans les approches constructives en place, autant du côté de l'offre que de la demande, autant sur les questions de formation professionnelle que sur les questions de pouvoir répondre aux attentes des clients. Ceci nous amène à parler des dynamiques de marché. AVN a toujours construit son action sur l'idée que le marché était en même temps le juge des propositions techniques ou architecturales, que si on n'était pas capable d'avoir un marché de ces propositions et un marché croissant, alors sans doute les propositions n'étaient pas adaptées. Et surtout, les dynamiques de marché deviennent le véhicule principal de la diffusion. Quand on parle de dynamique de marché, évidemment, ça sera qui inclut des filières, une filière éco-construction vert avec un ensemble d'acteurs balayant depuis l'économie informelle vers l'économie formelle, depuis des cibles rurales vers des clientèles urbaines, ou depuis des clientèles privées vers des clientèles communautaires. Et de l'autre côté, il y a tout un travail de marketing et d'accompagnement du marché pour le faire grandir et de créer autour de ce marché un environnement d'affaires favorable. À cela, il faut ajouter les questions de formation. Il faut faire évoluer les pratiques de formation, les rendre plus duales, plus inclusives. Et quand je
inclusive, c'est en même temps inclusive au sens qu'elle puisse, que la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment vert puisse accueillir plus facilement des jeunes vulnérables qui ont été fragilisés dans les parcours d'éducation et qui sont une très bonne cible pour cette filière, parce que ce sont surtout avec des emplois de contre-saison, pour souvent de ce que j'appelle le paysan maçon. Il y a toute une capacité là d'employabilité importante et il faut faire un mix extrêmement concret entre la formation professionnelle et les dynamiques de marché. Il faut que la formation professionnelle s'appuie et intègre les dynamiques de marché. C'est une approche duale essentielle. Voilà, il faut, dans ce sens-là aussi, d'ailleurs, valoriser des formateurs endogènes, des artisans, maîtres artisans qui sont issus du secteur informel, et il faut les aider à trouver leur place pour pouvoir vraiment déployer leur capacité de formateurs. À toute cette dynamique, il faut ajouter absolument des mesures incitatives à l'éco-construction. Il n'y a aucune raison que les populations de l'Europe, par exemple, bénéficient de mesures incitatives leur permettant de faire évoluer leur maison vers plus de confort, vers des économies d'énergie et vers plus de performances environnementales et climatiques, et que ces mêmes atouts économiques ne soient pas proposés aux populations africaines, aux populations sahéliennes, qui non seulement n'ont pas ou très peu produit le réchauffement climatique, mais n'en ont pas les dividendes aujourd'hui, ou très peu à nouveau, alors même qu'elles vont en subir de manière extrêmement massive les conséquences. Donc là, il y a une réflexion en profondeur sur comment utiliser les fonds adaptation, ces fameux 100 milliards qu'on nous a promis à la COP 21 à Paris et pour lesquels beaucoup d'ONG se sont battus. Comment est-ce qu'ils peuvent réellement arriver à accompagner des mesures incitatives pour différentes typologies de clientèle à l'éco-construction. Une autre proposition, c'est d'adosser ces mesures incitatives, que ce soit des incitations financières directes, que ce soit de la microfinance ou de bonifiés ou des prêts bancaires bonifiés, de les accoler à des mécanismes de compensation carbone. Aujourd'hui, les performances en termes d'économie de carbone qui sont produites par les bâtiments, par ceux qui investissent sur ces bâtiments en Afrique, devraient être potentialisées et on aurait des cercles vertueux dans lesquels la performance carbone vient nourrir les mesures incitatives. Donc ça, c'est très important aussi pour prévoir des outils financiers qui ne viennent pas du monde du développement ou de la coopération, hein, qui sont d'autres systèmes qui s'inscrivent dans d'autres dynamiques financières et qui viennent appuyer et renforcer le marché émergent de l'éco-construction. Il faut aussi un changement de pratique de la part et là on a un effort important à faire en termes de sensibilisation et d'information. Les bailleurs et les maîtres d'ouvrage du Sud comme du Nord, hein, je rappelle que en Afrique de l'Ouest, par exemple, énormément de bâtiments communautaires, de la santé, de l'éducation, du monde agricole sont permis, leur construction est permise par des fonds du Nord, des fonds de coopération et de développement d'acteurs du Nord. Donc il y a une responsabilité des bailleurs, des maîtres d'ouvrage et des bénéficiaires à construire autrement et à faire évoluer, parce qu'on aura des termes de référence adaptés dans les appels d'offres, à faire évoluer le secteur, à faire évoluer les pratiques des entreprises en Afrique et à finalement donner de l'intérêt aux entreprises africaines pour développer de nouveaux produits à bien meilleure performance. Donc là, il y a une responsabilité des maîtres d'ouvrage et des bailleurs pour faire évoluer ce marché formel et ce marché très exemplaire que sont les bâtiments communautaires vers de meilleures pratiques. Je suis absolument certain qu'en plus, tous ces bailleurs du Nord seraient tout à fait contents de voir que
je rappelle quelque chose, aujourd'hui, des fonds publics français payent des bâtiments en Afrique pour des élèves ou des malades ou du stockage alimentaire sur des techniques qui sont interdites en Europe et en France, au regard des performances thermiques passives et des performances environnementales. On a vraiment là quelque chose d'assez étonnant comme situation, et il y a quelque chose à faire. Concernant la feuille de route, je dirais attention au focus trop sénégalais. Le Sénégal, c'est quand même largement le Sahel. Donc, je pense qu'il faut se méfier d'avoir une approche par trop sénégalaise. C'est sans doute intéressant de choisir un pays, bien sûr, mais attention, Dakar ne représente pas le Sénégal, et le Sénégal représente peut-être, une grande partie du Sénégal représente plus des problématiques élargies à l'échelle de la bande sahélienne. Et voilà, j'en ai fini et je pense que je suis dans les temps. Oui, en fait, merci beaucoup, monsieur Meunier. Si vous ne l'avez pas encore fait, merci d'aller sur Menti.com et répondre aux 2 questions. La code Menti est dans le chat. On va passer la parole maintenant à monsieur Doudou Dème, directeur et cofondateur d'Élémentaire, qui va nous présenter les activités d'Élémentaire et l'avenir du bâtiment et de la construction durable au Sénégal. Bonjour à tous, merci pour l'invitation et aussi pour ces échanges intéressants. Moi, je ne vais pas être très très long parce que je n'ai pas préparé de PowerPoint, et donc je vais être assez succinct effectivement sur un peu l'évolution de Élémentaire. Donc je vais commencer par le début. Donc moi, à la base, je suis ingénieur génie civil, donc j'ai appris à faire du béton. Mais on va dire assez vite, et en licence, je savais que je n'allais pas faire de béton. Et en fait, j'ai eu la chance de revenir faire un stage au Sénégal en licence, où je me suis vraiment rendu compte de l'inadéquation du matériau et du système constructif béton pour plusieurs raisons, donc, qui ont été évoquées par Jonathan et par Thomas. Et à partir de là, l'idée, c'était de trouver des solutions à comment construire autrement. Donc du coup, comme j'étais à Grenoble pour mes études, je suis allé à Crater, qui est à Grenoble, et donc je suis diplômé de Crater. Et après Crater, en fait, l'idée c'était de voir comment travailler dans une entreprise qui ferait de la terre, de la construction en terre. C'était ça l'idée. Au Sénégal, malheureusement, il n'y en avait pas. Il y avait quelques initiatives, quelques bâtiments, mais une entreprise spécifique qui faisait de la terre, il n'y en avait pas. Donc, avec mon associé, Patrick Poussillon, du coup, on a réfléchi à créer une entreprise. L'idée de l'entreprise, c'était d'arriver à rendre le matériau accessible. On partait de plusieurs constats. Effectivement, c'est pas que ça n'existait pas, ça existait depuis très longtemps. Bien sûr, la construction en terre, on ne l'a pas inventée, mais l'idée, c'était aujourd'hui de la, pas moderniser, mais la rendre contemporaine, en fait, que ça soit vraiment accessible et que les gens puissent y penser, en fait. Le premier constat, c'est qu'en fait, la plupart des gens n'ont pas conscience que construire en terre, c'est possible. Aujourd'hui, effectivement, tout est organisé pour qu'on construise en béton. Je parle bien sûr du contexte sénégalais, en fait. On a 3 cimenteries. Partout, on peut faire des briques en ciment. Les gens ne se posent quasiment pas la question. Et comme monsieur Jonathan Dewing l'a dit, aujourd'hui, on ne réfléchit pas vraiment à l'isolation de nos bâtiments. On se dit qu'au pire, on va mettre des climatiseurs. Effectivement, ce n'est absolument pas la solution. Il faut vraiment que le matériau et la conception du bâtiment nous permettent d'avoir un confort naturel et qu'on n'ait pas à dépenser de l'énergie pour vivre correctement dans notre bâtiment. Donc, c'est ça l'idée. Il y a beaucoup de projets, beaucoup de bâtiments qui sont construits dans plusieurs localités du Sénégal, mais pareil, en fait, derrière, on se rend compte qu'il ne se passe pas grand-chose parce que souvent, le projet vient de l'extérieur la plupart du temps. Donc, ce sont des experts extérieurs qui vont venir certainement, enfin la plupart du temps, en tout cas faire les études, faire le projet. Et à la fin du projet, derrière, il n'y a pas grand-chose qui est resté à part un bâtiment qui, des fois, n'est pas très bien compris par la population et qui ne peut pas s'identifier et du coup, qui finalement se dit que ce n'est pas pour eux. Donc ça, c'est un gros souci. Et effectivement, l'idée, c'était il faut que le matériau, que les techniques
que la philosophie d'utiliser les matériaux locaux, en fait, qu'elle soit accessible, en fait. Et il est possible partout. On a des matériaux locaux, il faut juste savoir comment les interpréter, les caractériser et comment les utiliser. Donc voilà, donc Élémentaire, c'est une entreprise où en fait l'idée c'est vraiment, donc on a une unité de production qui est fixe, on produit différents types de matériaux, on va faire des briques de terre comprimées, on fait des adobes, on travaille aussi depuis quelques années avec Monsieur John qui est derrière dans le chat là et qui est pour le, enfin avec le PNUD, avec différents partenaires, Crater aussi, on a développé des matériaux à base de Tifa, le Tifa qui est un roseau, un végétal qui est dans le nord, qui est considéré comme une nuisance. Mais l'idée, c'est qu'on on en a tellement et l'idée, c'est de l'utiliser. Donc, on l'utilise pour faire différents types de matériaux, des matériaux légers, des matériaux lourds, des matériaux semi-lourds, pour faire du remplissage, pour faire du porteur. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'adapter en fait aux matériaux et de créer le maximum de matériaux possibles qui vont nous permettre de construire des bâtiments avec ces matériaux et qui vont être le plus confortables possible. Après, bien sûr, le souci, c'est la normalisation. Mais je pense que de toute façon, ça va arriver. Ce sont des matériaux que l'on maîtrise depuis très longtemps. En fait, on a eu un petit gap d'une centaine d'années où on a quasiment tout oublié. Donc, il faut juste réapprendre. Et donc, la formation est importante. Il y a effectivement toute la filière à créer, hein, de la conception jusqu'à la mise en œuvre. Voilà, tout est à refaire, mais effectivement, il faut le faire. Et donc, voilà. Et nous, on s'est un peu, on va dire, on s'est positionné sur le principe qu'il fallait des entreprises, en fait. On s'est un peu calqué sur les entreprises qui font du ciment, en fait, et on est organisé comme une entreprise qui fait du béton, sauf qu'on ne fait pas de béton. Mais on est capable, voilà, aujourd'hui, de répondre à, voilà, on fait des bâtiments particuliers pour des particuliers, on peut faire des bâtiments publics, on peut faire, voilà, pas mal de choses. Et donc, on fait aussi un peu de formation. Et donc, l'idée, en tout cas, c'est vraiment de se positionner en ayant une philosophie d'utiliser au maximum tout ce que l'on a, mais de se positionner comme une entreprise voilà, qui classique, qui fait des bâtiments en béton. Sauf que nous, à partir du moment où le bâtiment est exclusivement en béton, ça ne nous intéresse pas. Par contre, un bâtiment qui va être réfléchi en matériaux locaux, avec dès la conception, une prise en compte du matériau, de l'orientation du bâtiment, de tout ce qui est principe climatique, à partir de là, nous nous sommes intéressés et nous pouvons accompagner en termes de, voilà, de dimensionnement, de tout le travail technique, on peut tout à fait accompagner là-dessus. Et après, on peut réaliser certains bâtiments. Donc, on est limité, on est une petite entreprise, donc on ne va pas non plus, on ne peut pas se dédoubler et être partout au Sénégal, mais l'idée, c'est de faire le maximum de bâtiments. Mais le préalable, c'est que le bâtiment soit réfléchi en terre pour que le bâtiment soit efficace et qu'on puisse démontrer vraiment que ça fonctionne. Voilà, donc je vais pas être très très long. L'idée, c'est, voilà, je suis prêt à répondre aux différentes questions. Je vais peut-être parler un tout petit peu de notre futur développement, parce que l'idée, c'est justement, avec tous ces matériaux que l'on produit, c'est de montrer en fait aujourd'hui à une plus grande échelle ce qu'il est possible de faire. Donc aujourd'hui, comme je disais, on fait beaucoup de maisons particulières un peu éclatées sur toute la petite côte du Sénégal. Il est difficile pour nous d'aller travailler dans le nord, dans le sud. On n'est pas du tout outillé ni structuré pour ça. Petit à petit, j'espère qu'on y arrivera. Mais l'idée, c'est d'avancer à petits pas et de maîtriser ce que l'on fait. Mais qu'il y ait d'autres gens aussi qui se développent sur ces modèles-là et qui, voilà, localement, créent des matériaux et les rendre accessibles, les maîtrisent. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc, nous, on va partir sur des aménagements. On va essayer de faire des aménagements un peu plus conséquents. Au lieu de faire des maisons par-ci par-là, c'est plus avoir la possibilité d'en faire une dizaine, voilà, pour montrer des choses un peu plus intéressantes, tester aussi des choses. Mais voilà, on pense que de toute façon, il faut faire, et en faisant, on va perfectionner les choses et les rendre beaucoup plus crédibles. Et par la démonstration, en fait, on ne peut pas avoir de refus, en fait, parce qu'une fois que les bâtiments sont faits, qu'ils fonctionnent, il n'y a, rien qui... Voilà, on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc il faut des bâtiments. Voilà, j'en ai fini pour ma part. Ok, merci beaucoup Doudou, c'était une belle présentation. Et oui, finalement, on a pu écouter aussi un exemple très concret d'un projet bâtiment durable en Afrique, donc merci. Je rappelle aussi que le projet élémentaire, il a été publié sur la cartographie de l'action et que toute personne, tous les participants qui sont là aujourd'hui, s'il y en a qui ont des projets
qui ont des projets sur le bâtiment et la construction durable en Afrique, n'hésitez pas à les partager pour avoir un peu plus de visibilité sur cette cartographie de l'action Climate Change. Donc, on va essayer de voir les questions qu'on a reçues de la part de nos participants pour voir si on ne peut pas avoir un petit échange tout de suite avec les intervenants. En fait, j'ai vu que Jonathan a répondu aussi à quelques questions dans le chat. Donc merci, Jonathan. Et en fait, on avait reçu notamment une question par mail que je pense qu'il pourrait être intéressant pour peut-être Thomas ou Jonathan ou Doudou, en fait, en fonction de vos expertises. Je vais vous la lire et après, on peut voir qui souhaiterait répondre. Donc, c'était une question qui disait, selon vous, quel type de bâtiment faut-il pour les populations des zones côtières? Donc, je sais que c'est une question un peu large, mais peut-être que selon les matériaux et vos connaissances, vous savez peut-être. Et une deuxième question qui était, en Afrique subsaharienne, l'installation des climatiseurs est devenue un moyen contre la chaleur dans nos propriétés et bureaux. Peut-on construire écologiquement sans la mise en place de la climatisation? Donc, cette question de la climatisation, je sais que Jonathan aussi, on en a parlé un petit peu. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait répondre à ça de la part de nos intervenants. Alors, je veux bien. Ouais, moi, je veux bien répondre. Oui, c'est tout à fait possible de construire des bâtiments sans climatisation qui vont être très confortables. Mais c'est toujours pareil, il faut le réfléchir avant de le construire, en fait. La difficulté, c'est de construire un bâtiment et ensuite se rendre compte qu'il n'est pas efficace. Et effectivement, là, on est obligé de climatiser. Mais si on y réfléchit dès le début, a priori, il n'y a rien qui nous empêche d'avoir des bâtiments très efficaces et qui vont vraiment fonctionner comme il faut. En Europe, voilà, il est inconcevable de construire un bâtiment et de ne pas penser à comment on va l'isoler. Après, vous avez d'autres possibilités, d'autres matériaux, on va dire, effectivement, qui vont dépenser beaucoup d'énergie à produire. Nous, dans notre contexte, notre but, c'est d'avoir un matériau qui ne dépense pas d'énergie déjà à la production, en tout cas le minimum d'énergie à la production, et qui va être efficace. Mais il va être efficace quand il est bien conçu et quand il va être bien mis en œuvre. C'est toujours pareil. Donc, ce sont les trois qui sont importants. Et après aussi, c'est toujours pareil. L'idée, ce n'est pas de dire que ça va être ce système constructif qu'il faut faire partout. En tout cas, moi, ce n'est pas ma philosophie. L'idée, c'est de dire, on va regarder ce que l'on a et à partir de ce que l'on a, on va développer un matériau. Donc, en fonction de l'argile que l'on va avoir, de la terre que l'on va avoir, des intrants, des différentes matières premières que l'on a, c'est à ce moment-là qu'on définit le matériau. Et après, on va construire le bâtiment et le concevoir à partir de ce matériau. Voilà. Et là, ce sera efficace, à mon avis. Ok, merci pour la réponse. Oui, Thomas, vous pouvez prendre la parole. Ah, juste enlever les mutes. Voilà. Concernant l'idée de construire sans ventilation ou climatisation, hein, les deux, pour moi, l'objectif, ce n'est pas de s'en passer complètement. Quand on est sur des températures extérieures qui dépassent les 35 degrés et qui montent jusqu'à plus de 50, il ne faut pas rêver. Par contre, ce qu'il faut, c'est que l'on puisse avoir des bâtiments qui soient les plus performants possibles pour diminuer les besoins en énergie. Donc, pour moi, l'objectif, ce n'est pas zéro énergie, mais c'est des potentiels de diminution d'énergie les plus importants. Avec des performances thermiques passives des bâtiments grâce aux matériaux de terre principalement. Et ceci, je le répète, dans une diffusion élargie. C'est-à-dire, le plus important reste quand même d'apporter ces qualités techniques et architecturales au plus grand nombre. Ok, très bien. Merci Thomas. Et oui, Jonathan aussi. Je ne vais pas avoir grand-chose à rajouter parce que je pense que ça a été bien couvert par mes deux collègues, mais notamment, je pense que dans le passé, les gens s'adaptaient à leur climat automatiquement. Donc, les gens construisaient en fonction de là où ils étaient, ils savaient plus ou moins se protéger. Bien sûr, je suis d'accord avec Thomas, notamment avec l'augmentation des températures qui continue, on ne pourra peut-être pas totalement se passer de toute façon d'amener des climatiseurs et des moyens mécaniques de refroidir les maisons.
Mais il y a déjà beaucoup de technologies qui existaient finalement pour rafraîchir les maisons, et notamment de la ventilation naturelle, la manière dont on expose un bâtiment par rapport au soleil, les ouvertures qu'on peut créer. Enfin, il y a déjà beaucoup de choses que enfin, je pense les gens savaient déjà et qu'on n'utilise plus parce qu'on a pris une nouvelle approche des bâtiments qui n'est plus adaptée au climat dans lequel on vit. Voilà. Ok, merci pour vos trois réponses. Et je voulais juste signaler que le Menti du coup qu'on a lancé, on va finalement vous envoyer plutôt les réponses par mail parce que là, on va passer directement à la validation ou la consultation de la feuille de route avec Tania parce qu'il nous reste 9 minutes officiellement pour cet atelier. Thank you, Eva. I'm going to be presenting. Merci Eva. Je vais donc vous présenter la feuille de route de la coalition que nous avons partagée au préalable et qu'on vous avait partagée un peu plus tôt, qui a été ouverte à la consultation depuis. Cette feuille de route est basée en 3 sections. La première section parle de là où nous sommes maintenant, qui donne ensuite les détails, notamment concernant le domaine de la construction et du bâtiment en Afrique. Ensuite, le potentiel d'action pour l'avenir. Ensuite, la deuxième partie qui parle de où souhaitons-nous aller. Et ici, nous parlons des objectifs de la coalition pour les objectifs à adopter justement pour la construction et le bâtiment durable. Et nous avons essayé de les regrouper en plusieurs objectifs selon le potentiel de synergie de la coalition, c'est-à-dire quelles sont les clés, les questions clés, et ensuite avoir une feuille de route qui soit plus spécifique au pays. Comme cela a déjà été présenté, et cette coalition, effectivement, parle de notre travail et comment nous pouvons contribuer au CDN des différents pays. Et la partie la plus importante de cette feuille de route, c'est la troisième partie que vous voyez ici, c'est-à-dire comment souhaitons-nous y aller, comment souhaitons-nous atteindre ces objectifs. Ça, c'est le bas de la feuille de route qui est ouverte à la consultation. Pour l'instant, nous avons fait la liste des actions, le mapping continu des acteurs. Vous pouvez voir les résultats sur notre site, sur les différents liens qui sont ici en bleu et que vous avez reçus également dans le chat ou par mail. Nous maintenons également la liste mail de la coalition. Je crois que la plupart vous en faites déjà partie. Nous cherchons également à avoir des feuilles de route particulières aux pays, et c'est là la partie ici où nous aimerions avoir votre retour. C'est-à-dire, d'après vous, quels sont le type d'actions qui pourraient contribuer à cette feuille de route? Quelles sont nos meilleures pratiques, par exemple comme la voûte nubienne élémentaire, et ce dont nous avons entendu parler aujourd'hui. Donc, nous allons maintenant ouvrir la parole, donner la parole à tous les participants. Si vous aimeriez commenter sur la feuille de route, puisque nous sommes dans cette phase de consultation, vous avez une fonction qui vous donne de lever la main sur Zoom. Vous pouvez donc lever la main pour demander la parole et on vous donnera la parole en appuyant sur la main levée. Si vous n'avez pas de commentaires à faire sur la feuille de route, nous pouvons bien sûr prendre également les questions pour les panélistes. Si quelqu'un a une question, si vous aimeriez également nous partager un projet dans ce domaine particulier de la construction, alors vous pouvez également le partager. All right. If we don't seem to have any at the moment, you can always. Je ne pense pas que nous ayons des questions ou des commentaires. Vous pouvez toujours nous contacter par mail, bien sûr.
Je crois que M. Granier voudrait Je voudrais rajouter juste quelque chose parler. sur ce qu'on appelle l'habitat social en Afrique. De nouveau, hein, sur ce que je connais, Afrique de l'Ouest, Afrique sahélienne, cet habitat social est finalement assez peu social quand on sait qu'on est sur des bâtiments qui sont entre 7 et 15 millions. Et quand on connaît le SMIC de ces pays, c'est quand même réservé à des gens qui sont bancarisés, des emplois, des gens des commerçants, des fonctionnaires, etc. Donc il y a sans doute là un point, c'est faire évoluer l'idée même d'habitat social, d'aider les ministères en charge de ces questions et les gouvernements à réfléchir à comment lier ce qu'on appelle aujourd'hui l'autoconstruction, qui représente plus de 80% de la construction en Afrique de l'Ouest, et les questions d'habitat social, comment socialiser et verdir des projets d'habitat social, ne pas tomber dans le piège des partenariats publics-privés dans lequel on a des centaines de petites maisons absolument inappropriées, faites avec de l'argent dont on ne sait pas très bien d'où il vient, parce que les situations sont telles que les seuls acteurs qui se lancent là-dedans sont assez obscurs et n'ont pas d'objectif en termes de développement. Et donc, je le répète, de lier évolution de l'habitat social, autoconstruction et formation professionnelle dans des programmes qui permettent que les trois se renforcent mutuellement. Of course, thank you, Mr. Granier, for Bien sûr, merci beaucoup, Monsieur Granier, pour ce commentaire intéressant. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre encore aimerait prendre la parole. Sinon, je vais redonner la parole à ma collègue Eva, qui aimerait nous partager quelques bonnes nouvelles concernant un événement à venir. Je vous donne la parole, Eva. Oui, c'est ça. Je profite de ces quelques minutes restantes pour vous parler du prochain événement de Climate Chance. Donc, en ce moment même, nous avons des collègues sur place à Dakar pour la conférence de presse qui est en train d'avoir lieu pour la signature justement de la convention pour le prochain Summit Climate Chance Afrique qui aura lieu dans le cadre de la semaine de la mobilité durable et du climat à Dakar du 13 au 17 septembre 2021. Donc, il s'agit donc d'un événement a priori hybride, donc avec des personnes sur place, mais aussi des sessions en virtuel comme cette session qu'on fait tout de suite. Donc, voilà, le travail a démarré pour ce projet de sommet. Et aujourd'hui, officiellement, nous avons donc lancé l'appel à contribution pour partager en fait les bonnes pratiques une fois de plus et repérer des nouveaux acteurs qui travaillent sur l'ensemble des 9 thématiques de nos coalitions africaines. Je vais essayer de les citer tout de suite. Vous pouvez retrouver l'ensemble des thématiques sur notre site. Donc, il y a bien sûr le bâtiment et la construction durable. Il y a l'aménagement des villes durables, l'agriculture, reforestation, pardon, et alimentation. Il y a économie circulaire, mobilité et transport, adaptation, éducation, accès au financement climat. Et je sens que j'en oublie une, adaptation, si je ne l'ai pas déjà dit. Adaptation, il me semble bien que c'est ça. Mais en tous les cas, l'appel à contribution est officiellement ouvert et nous allons faire, lors de la sélection, en fait, les personnes, enfin les porteurs de projets qui seront choisis auront soit l'opportunité de venir sur place pour participer à un atelier en physique, soit pour pitcher leur projet dans le cadre du Pitch Up que nous organisons généralement dans nos sommets Climate Chance, ou alors pour être tout simplement publié sur notre cartographie de l'action que nous avons déjà partagée tout à l'heure. Donc voilà, c'est officiellement ouvert depuis aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à faire un tour et de toute façon, nous allons vous renvoyer tous ces liens concernant l'appel à contribution dans les prochains jours. Voilà, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est un des premiers événements
présentiel qui est en train de se préparer. Donc, nous sommes vraiment, vraiment ravis de pouvoir partager cela avec vous. Et il y aura beaucoup d'opportunités pour participer, que ce soit en virtuel ou en présentiel de toute façon. Donc, on va revenir vers vous rapidement avec cela. J'ai vu beaucoup de questions concernant la feuille de route qui est toujours en consultation. On va vous le renvoyer par mail, bien sûr, à tous les participants de cet atelier d'aujourd'hui. Et si vous avez des projets en particulier, on l'a dit plusieurs fois, mais si vous avez des projets en particulier que vous voulez mettre en valeur au sein de cette feuille de route ou sur notre cartographie, il ne faut vraiment pas hésiter à nous les envoyer et on peut le publier sans souci. Voilà, donc c'était l'annonce que je voulais vous faire part. S'il n'y a pas d'autres réactions de la part de nos panélistes ou des participants, eh bien, on va fermer cette session. Mais un grand merci en tout cas d'avoir été là aujourd'hui. Cette coalition, c'est une des coalitions qui a le plus petit nombre en fait de membres comparé à d'autres coalitions. Donc, on est vraiment ravis qu'on soit quand même à 70 personnes aujourd'hui. Donc, merci vraiment à tout le monde d'avoir été là, présent, et pour vos questions qui ont été envoyées dans le chat et par mail. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver toutes les semaines, enfin toutes les 2 semaines. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou des remarques, et sinon, je vous remercie une fois de plus, et je remercie l'interprète Dominique d'avoir été là pour traduire l'ensemble de cette session. Pas de réaction? Un gros merci à tout le monde, merci à nos intervenants, et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci À bientôt. infiniment. À très Au vite. revoir. À bientôt. revoir. Bon courage. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.